Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, ça va bien? Ça va plutôt bien. Oui, t'étais à Toronto dernièrement, je pense. Oui, j'ai participé la semaine dernière à la conférence Agile 2008. Je faisais une session à cette conférence-là. Agile 2008. Donc, tous les gens de la communauté Agile, les Extreme Programmers, tout ça, c'était donné rendez-vous, là. Tout à fait. C'est la conférence qui existe maintenant depuis 2003, si je me trompe. Essentiellement, c'est autant les gens de la communauté XP, la communauté Scrum ou d'autres approches agiles se regroupent là. Donc, il y a un volet plus universitaire, recherche, il y a un volet des gens de l'industrie. Et le but, c'est d'échanger, apprendre et dans une philosophie agile, pas juste en discuter, mais souvent aussi faire du code. Donc, il n'y a rien de mieux pour apprendre que de le faire pour réellement. T'allais pas juste là en tant que participant, t'as été conférencier? Oui, je présentais ma conférence sur tout ce qui touche la modularité puis comment bien faire un découpage applicatif. Puis dans une vision agile. Puis j'ai profité aussi de ma présence là pour rencontrer un paquet de gens avec qui je voulais échanger. Et surtout, une des choses que j'ai appréciées, c'est un des keynotes qui était donné par Alan Cooper, qui est le père du Visual Basic. Oui. Donc Alan Cooper qu'on connaît parce qu'il a écrit plusieurs livres sur tout ce qui est l'interaction design, donc la création d'interfaces utilisateurs. C'est intéressant parce que le propos de Alan Cooper, c'était de dire aux agilistes, écoutez, il est peut-être temps que vous intégrez dans vos équipes des gens d'interaction design, parce que nous aussi, on est agile dans notre philosophie, dans notre façon de faire, puis probablement que le mariage des deux serait un mariage naturel. Propos qui est toujours à jour, en tout cas toujours d'actualité. Je ne sais pas si ça va donner des effets positifs, mais on sait, nous, on se rappelle juste la dernière émission qu'on a fait avant de partir en vacances, on parlait des interfaces vectorielles. Ouais. La nécessité qu'on va avoir de plus en plus dans les équipes d'intégrer des experts en tout ce qui est utilisabilité. Interface usagée, exactement. C'était à Toronto, je pense que c'était la première fois, hein? Oui, pour cette conférence, elle se promène un peu partout en Amérique du Nord. Donc, l'année prochaine, je sais que c'est cédulé pour Chicago. Puis, dans le passé, c'était dans d'autres grandes villes américaines. C'est une conférence qui est quand même assez grande, là. On parle Oui. de combien de participants? Écoute, cette année, on parlait de 1600 personnes qui ont payé, donc peut-être 2000, 2500 personnes avec tous les gens qui présentent, les gens de l'industrie aussi qui ont des kiosques et tout. Donc, conférence en forte croissance. Écoute, des gens que je connais qui, eux, participent à cette conférence-là depuis le début, ils me disaient, écoute, à tous les ans, ça double. Donc, l'an passé, il y avait comme 800, cette année, 1600. Si c'est continu sur ce même rythme-là, ça sera pas long que cette conférence-là va être aussi grosse que les conférences comme TechEd ou le PDC de Microsoft. Et l'année prochaine, ça va avoir lieu à Chicago. Parfait. Encore là, toujours au mois d'août. Là, Au mois d'août. c'est la période où est-ce que la conférence Agile a lieu. De mon côté, je suis fort occupé. Je suis en train de préparer avec tous mes collègues qui participent avec moi dans le comité d'organisation. Donc, je suis en train de planifier là, l'automne de la communauté .NET Montréal. Anciennement, le groupe utilisateur Visual Studio, parce que ça change de nom. Oui, on change de nom. Donc, le groupe d'usagers Visual Studio Montréal change de nom pour communauté .NET Montréal. Pourquoi? Pour mieux refléter les activités du groupe. Parce qu'on fait plus que du Visual Studio, finalement. On fait plus que du C# ou VB. Mario, tu leads la partie architecture logicielle. Mm-hmm. On a une partie développement avec SQL Server. On a une partie ALM avec Team System, Application Lifecycle Management. Donc, pour mieux refléter finalement, les activités du groupe, c'est qu'on change de nom pour Communauté .NET Montréal pour regrouper les groupes d'usagers sous la même bannière, là, finalement. Puis aussi, on lance un nouveau type d'activité. Donc, depuis le début, nos activités ont lieu le soir de 18h à 21h. Et il y a beaucoup de gens qui nécessairement ne peuvent pas le soir. Donc, on lance maintenant un meeting une fois par mois sur l'heure du midi.
qui va être dans une approche moins formelle, Moins formel. plus sur les principes du open space. Oui, et on va appeler ça at lunch, donc A commercial lunch. Et puis, c'est sur l'heure du midi, de midi à 1h, 1h15. Vous apportez votre lunch avec vous. Ils vont toujours avoir lieu dans les bureaux de Microsoft. Toujours dans les bureaux de Montréal. Microsoft, exactement. Puis, ce qu'on veut faire sur l'heure du midi, c'est une approche moins formelle, un petit peu plus open space, discussion. Il va y avoir un sujet, un conférencier, mais quelque chose d'un petit peu plus ouvert. C'est le groupe qui va souvent décider des prochains sujets. Ben, en fait, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est que de pas planifier les sujets longtemps d'avance, c'est-à-dire que les gens présents décident du prochain sujet. Donc, on va voir comment ça va fonctionner. Souvent, une personne va prendre une responsabilité pour dire, ben moi, je peux peut-être pas forcément préparer des PowerPoint, mais dire, je vais montrer un bout de code, parce que ça peut être aussi très convivial, à la bonne franquette, parce que le but, c'est justement que les gens n'aient pas besoin de travailler des heures et des heures pour préparer une conférence formelle, ce que les conférenciers du soir font plus. Exactement. Donc, on présente quoi à l'émission aujourd'hui? Oui, ben on est dans notre studio mobile. Ta camionnette. On s'isole toujours dans la camionnette parce qu'on n'a pas de son extérieur, donc c'est bien pour enregistrer. Donc, dans notre studio mobile, parce qu'on n'a pas d'invité cette semaine, on va vous présenter une entrevue qu'on a fait il y a maintenant un mois et demi lorsqu'on était à Paris. Une entrevue avec Grégory Renard, Redo, pour ceux qui le connaissent mieux sous son nickname Internet. Donc, avec Redo, on va discuter du futur du web. Et on vous présente ça sans tarder. Nous sommes avec Grégory Renard. Bonjour. Mieux connu sous la toile sous le pseudonyme Redo. C'est ça, exactement. Redo. Ouais, Redo, ça vient d'où finalement? Alors, waouh, ça vient d'avant l'informatique, du moins d'avant l'informatique pour moi en tout cas, parce que je suis musicien et je suis bassiste avec un style un peu à la Red Hot Chili Pepper. Donc Grégory, Grégo, Redo, et puis c'est resté quand j'avais 15 ans. Tout le monde m'appelait Redo à ce moment-là, parce que je travaille beaucoup en Slap. On va revenir un peu sur qui tu es, un peu faire le tour de ta biographie. Donc, Mario, on est à Paris. Ben oui, toujours oui. à Paris, parce que nous, on termine aujourd'hui notre tournée d'enregistrement avec une panoplie d'experts, principalement des MVP parisiens. Et on est au Novotel près de la Tour Eiffel. Le Oui, nouveau Tour Eiffel, du moins dans le cadre de l'Imagine Cup. tout à fait, parce que nous, on était invités pour participer à l'université USC, Ouais. qui avait lieu en mi-semaine. On est rendu le samedi. Et depuis maintenant 2 ou 3 jours, il y a une autre activité qui se passe à Paris. Paris est une grande ville, c'est une capitale Paris, du monde. Paris. Et Microsoft est un des sponsors d'une compétition pour des étudiants qui s'appelle Imagine Cup. Tout à fait. Explique-nous donc un peu plus en détail premièrement, Qu'est-ce que c'est? Puis Oui. ton rôle. Comment ça se fait que quelqu'un de la Belgique se retrouve ici à Paris? Alors, en fait, l'Imagine Cup, c'est un concours international où les étudiants vont créer leurs projets sur les nouvelles technologies autour d'un thème. Le thème de cette année, c'est l'environnement. Et les équipes vont en quelque sorte s'affronter pour savoir quelle est l'équipe sur base de 10 critères qui a le meilleur projet. Donc moi, je suis là en tant que juge, donc je suis juge pour la Belgique, donc je représente mon pays ici à Paris. Et je ne peux pas malheureusement évaluer les équipes qui viennent de Belgique. J'ai pu en voir une ici dans les stands, dans la présentation, mais je rencontre les autres équipes. On a un timing qui est quand même très serré parce qu'on a 20 minutes de présentation, 5 minutes sur le Q&A et après on change de salle. Donc c'est un rythme assez soutenu. Et ces étudiants-là ont souvent travaillé pendant une année à leur projet et ils ont 20 minutes. Ils ont 20 minutes. Ouais. Et là, on parle de la crème des étudiants parce que ceux qui se retrouvent à la compétition mondiale, c'est ceux qui ont gagné localement. Voilà. Là aussi, Guy, ce qui est important en fait d'expliquer, c'est qu'ils ne sont pas là par hasard. Ouais. Il y a eu un concours national à chaque fois, en Belgique, en France, en Suisse, dans d'autres pays. Au Canada. Au Canada. On espère que les Canadiens vont gagner. Voilà. Et après, les meilleures équipes sélectionnées au niveau national représentent leur pays ici. Donc, tu as des équipes qui viennent de partout, comme tu as dit, du Canada. Il y en a qui viennent d'Australie, qui viennent du Congo. Et pour moi, ce genre d'événement, et c'est pour ça que j'ai accepté avec joie de pouvoir. Et je considère que j'ai plutôt de la chance de pouvoir être juge ici, parce que ça te donne une bouffée d'air, ça te montre des projets, tu as une fraîcheur, tu as une motivation
autour des technologies, principalement Microsoft, forcément, puisque Microsoft est quand même un peu le créateur du projet. Mais en fait, c'est ça. L'implication de Microsoft, c'est que si par exemple, on fait un projet en technologie, il faut utiliser des technologies Microsoft. Ah, attention, non. Tu peux utiliser d'autres technologies. Donc, c'est-à-dire, si tu veux utiliser des API Google, si tu veux utiliser du Java, il n'y a vraiment aucun problème. Il est clair que ça a une colorisation un peu Microsoft. OK. Parce que c'est eux qui financent l'événement. Oui, mais et jusque-là, dans le règlement, j'ai pas trouvé un endroit où il était clairement dit vous devez être impérativement 100% Microsoft. Donc, on juge vraiment l'excellence. C'est vraiment l'excellence qui compte. Et franchement, autant hier, j'étais un peu sur ma faim par rapport au projet, autant aujourd'hui, j'ai vu des projets, comme dirait Guillaume, notre ami Guillaume, qui poutrent. Qui poutrent bien, quoi. J'ai vu une équipe qui m'a boosté convenablement. Wow. Et franchement, les gars, ils peuvent prendre leur projet, aller voir des VC. Je suis persuadé qu'ils peuvent y aller créer leur boîte. C'est ce que Étienne Tremblay, un de nos bons amis, Exactement. qui était juge, en fait, qui est juge depuis... Il juge ici, parce que je l'ai entrevu tout à l'heure. Oui, il était juge en Corée. Comme on dit, ma moitié spirituelle dans ces événements. Et Étienne faisait la remarque l'année dernière, il disait, c'est incroyable ce que ces jeunes-là arrivent à pondre les idées, là. C'est neuf, hein, c'est tout... Et pour nous, hein, franchement, c'est très intéressant. Et je peux que encourager des développeurs, des chefs de projet, des responsables d'entreprise ou de recherche dans n'importe quel pays de tenter de se rapprocher, de s'investir de ce genre d'événement. Parce que ça vous donne une bonne vision. Par exemple, moi, qui ai le rôle de CTO et de RI Manager pour RI chez Innovation, pour ma société, qui est Wigwam, eh bien, venir ici, ça ouvre l'esprit et ça montre des beaux projets et éventuellement, pourquoi pas des projets dans lesquels on aura envie d'investir et de dire, bah tiens, voilà, nous, on investit également dans des startups avec qui on collabore par rapport à notre expertise et à qui on peut apporter soit des finances ou soit de l'expertise pour les aider à aller plus loin et les pousser. Et franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc, de l'année dernière, c'était en Corée à Séoul. J'ai vu vraiment des très très beaux projets. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des équipes qui ont créé leur société. Il faut savoir qu'un des gagnants de l'année dernière a créé sa société. Ils sont déjà, je pense, à 15 employés en un an, qui est quand même pas mal. Hein. C'est quand même joli. Hein. Bon, quand même, nos auditeurs ne peuvent pas oublier que Google a été créé par 2 étudiants qui finissaient leur cours à l'université à l'époque. Ce que ça nous dit, c'est que il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen et le cerveau humain, il y a encore place beaucoup pour de la créativité. il y a des idées, c'est ce qu'on va parler, entre autres, dans notre discussion. Mais avant de parler de tout ça, si on présentait ta bio. Tout à fait. D'accord. Donc, rapidement, tu nous disais que quand tu avais 15 ans, tu jouais de la basse dans un groupe rock. Oui, tout à fait. Écoute, ça fait quoi? Plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans que professionnellement, tu fais de l'informatique. Oui. Mais tu me racontais que toi, tu as commencé à toucher à ton premier ordi à 12 ans? Oui, 11 ans? voilà. En fait, très rapidement, en Belgique, on a les communions. Je ne sais pas si vous avez ça également en fait au Québec. Mais la communion, donc c'est... la communion quand on va à l'église pour... mais ça, c'est quand on a 6 ans? 7 ans? Non, nous on en a 2 en Belgique. On en a une, je pense, à 8 ans et une vers 10-12 ans. Nous, on en a une toujours qui était 7 ans, mais je te dirais que catholicisme est encore reconnu comme... Mais moi, j'ai pas fait communier mes enfants. Et disons que moi, je suis très catholique, même si je me suis un peu détaché parce que je suis plutôt très très scientifique dans l'âme. Et donc, à ma grande communion, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que tu veux. Et j'ai dit, je veux un ordinateur. Donc, la famille unie à ce moment-là pour. Mais non, on est en 1964. Arrête. Non, on était à ce moment-là, je pense, en 86 ou 88. Okay. Mais tu sais, c'est loin. On est dans le PC de IBM et est omniprésent. Oui, voilà. C'est le PC individuel qui arrive en Europe et qui arrive également chez nous en Belgique. Parce que la personne à qui mes parents ont acheté mon premier ordinateur, donc il y a à peu près 20 ans, je pense, était quelqu'un qui avait travaillé à la Silicon Valley, qui avait décidé de quitter là-bas pour revenir en Belgique et monter
toute première entreprise qui vendait des ordinateurs individuels dans ma région. Donc lui, ça veut dire qu'il vendait probablement ce que vous, en Europe, vous appelez des ordinateurs hybrides. Hybrides. Nous, au Québec, on a appelé des clones. Ça Tout veut à dire les fait. premiers ordinateurs qui étaient pas avec le logo officiel eBay, Voilà. le logo d'un grand fabricant comme Ouais. NCR, Olivetti à l'époque. Puis les prix étaient moindres et la performance souvent était mieux. C'était l'horloge. Je Voilà. me souviens, écoute, Voilà, tout à on fait. allait à la limite de ce qu'on pouvait bouger. En Tout tout à cas. fait. Ouais, c'est juste, les gens font ça encore aujourd'hui. C'est un peu comme avec les jeunes avec les mobilettes. Ouais. Voilà. Ah, ouais. Donc on faisait pareil. Et Donc, tu as eu ton premier ordinateur, donc tu avais 12 ans. ouais. Et donc j'ai jamais aimé les jeux. Et j'ai toujours aimé la programmation. Tu faisais de la musique, donc est-ce que aussi rapidement tu as voulu comme utiliser, jumeler l'ordinateur, la musique? Eh bien, jamais. 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 Donc J'ai jamais toujours d'interface gardé- MIDI ou... Non, jamais. Et étrangement, hein, alors que, oui, en fait, ça aurait été un raisonnement simple, Mhm. mais j'ai toujours regardé la musique pour la musique et l'informatique pour l'informatique, au point que, bah, je veux dire, comme dans la musique, on commençait à bien évoluer aussi, j'ai dû faire un choix à un moment donné entre le temps que je consacrais à l'un ou à l'autre, et Mhm. j'ai mis plus de temps dans l'informatique, parce que je préférais Et tu as l'informatique. fondé ta société? J'ai créé... Parce que tu La as été société. dans l'école et tu as diplômé 97. En 97, ouais. Je Donc le en dis, 97. j'ai dit, au Québec, on dit 97. Donc, en 97. gros, je suis professeur de mathématiques à la base. Donc, j'ai envie de dire que tu retrouves les mathématiques derrière la musique. Donc tu as une formation de derrière- mathématicien. Oui, je suis mathématicien à la base. Et lorsque j'ai fini mes études, j'ai travaillé un petit peu dans la recherche au niveau en fait de l'enseignement en Belgique. Mhm. Et de là ensuite, j'ai travaillé pour mon maître. Donc, mon maître en fait avec qui Oui, je quand on collabore fait dans le des laboratoire. études post-universitaires, souvent Voilà. on a besoin de gagner un peu sa vie, donc on va donner Voilà, par tu exemple vois, des charges de on cours, des va un choses peu comme ça. du style, t'es à mi-temps en recherche et à mi-temps dans l'entreprise Mhm. pour financer un petit peu tout ça. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais créer ma propre en fait compagnie. Et donc, j'en ai créé une première en Belgique, et puis bon, il y a eu plein d'évolutions, et me voilà maintenant avec, depuis 5 ans, ici avec Wigwam en France, qui est un bureau d'études et d'expertise où on a la chance d'avoir pas mal d'MVP. À l'heure maintenant actuelle, on en a 7. On a 7 MVP internes Ah oui, sur ouais, 20. ouais. Et puis, il y a une petite pointe ici de nos amis. On a rencontré des amis de la société Winwise. Oui, tout et à qui fait. faisaient une petite pointe. Ils disaient, vous direz à Redo que nous, on a 8 MVP. Bah, c'est vraiment très bien pour eux, et je suis vraiment content, et Ben oui, c'est bien parce que ça montre également que sur le marché, il y a moyen de créer de la valeur, de l'expertise, de la compétence, et puis c'est sain également. Et bon, après, on n'est pas sur les mêmes marchés, donc il n'y a vraiment aucun Oui, problème en soi. ouais. Puis en Mais, plus, il y a du marché. C'est pas comme si on serait en décroissance avec la plateforme .net. Elle est en croissance. Elle est quand même en croissance à la plateforme.net. hein. Donc, si tu as créé Wingone, Wigwam. Alors, Alors, Wigwam, en fait, ça représente, tu sais, le tipi central dans les Ouais. tribus d'Indiens. Et donc, la volonté, on a mis un Y. donc oui, c'est nous, au W, Québec, on a Y. rendu un Wigwam. Voilà. Ah oui. Tu le dis comme ça en Wigwam, Belgique, OK. mais on a mis Y à la place du I. Ah, Voilà. OK. Et en fait, pourquoi on a créé ça? Imagine, on avait bien vu C'est parce quand on a choisi le nom. Hein. C'est encore le rêve américain. Le rêve québécois. Oui, ma cabane au Canada. Ma hutte au Canada, mon Wigwam au Canada. Et Tu sais qu'il y a des gens qui arrivent et disent « Ils sont où, les wigwams? » Puis tu leur dis « C'est une société moderne, là. Oui, on a quelques Indiens, mais ils sont dans des réserves. Même les Indiens vivent comme nous. Mais ouais, tout à fait. mais Et tu sais que c'est la même chose. Il y a des Québécois, sûrement, qui viennent en France puis qui pensent que ça va être comme au 15e siècle. ouais, tout à fait. Hein. Comme si la société aurait cessé d'évoluer. Mais c'est un peu l'image qu'on s'en fait aussi. Hein. Je veux dire, même quand L'image on entend- romantique. Il y a une image romantique là, qu'on Ouais. garde dessus. Tu sais, comme en tant qu'MVP ou Regional Director, on a la chance de voyager beaucoup. Et je suis frappé du moins ce qui est ressenti au travers de la presse en Europe et de ce qui se passe réellement aux États-Unis ou au travers de Microsoft. Mon dernier voyage où j'ai rencontré des gens relativement haut placés, il y a un peu comme d'habitude quand on vient à Redmond chez Microsoft. Et la vision qu'on a, par exemple ici, la relation entre Microsoft, Apple, Google,
ici en Europe, tu as vraiment l'impression que c'est... Que c'est une compétition voilà, féroce et quand tu es là-bas, tu vois des gens de chez Microsoft avec l'iPhone et ils trouvent ça super fun, quoi. Mais tu sais qu'un de mes bons amis est un MVP Connected System et il travaille pour Google. Bah voilà. Donc ça te dit juste que il n'y a pas de plan machiavélique. On s'entend, ces compagnies-là quand même. Tu sais, Microsoft ne commencera pas à faire des dons à Google, puis Google non plus. Mais reste que ultimement, il y a personne qui est comme, il y a personne qui, le diable n'est pas incarné dans ces individus-là. Oui, tout à fait. Redon, on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, moi, je vous avais proposé de parler un petit peu des technologies d'aujourd'hui, mais également des technologies de demain. Ce vers quoi on évolue, ce qu'on va avoir, l'évolution que les majors nous donnent aujourd'hui, et qui se ressent très fort d'ailleurs dans l'Imagine Cup, ici aujourd'hui. Donc on parle principalement de tout ce qui est innovation, la prospective au travers des applications et de l'évolution vers le web, vers du software as a services, vers du software plus services, qui est de plus en plus présent et omniprésent. On en parlait en fait tout à l'heure, Guy, sur les bases de données, où on se disait, mais t'imagines, la remarque que tu me faisais tout à l'heure. Ce qu'on se disait, c'est que de plus en plus, le monde se webifie. On a beau dire, il y a énormément d'applications Smart Client et tout ça, d'applications là, mais ça n'empêche pas cet aspect-là du tout. Ouais. Mais le monde se webifie. Tu m'aurais dit, je vais pouvoir exposer ma base de données SQL Server directement sur le web. Directement. Via un set d'API qui sont quand même simples. Il y a quelques années, j'aurais dit, non, impossible, je ferais jamais ça. Mais maintenant, avec ADO.NET Data Services, j'ai un modèle qui est parfait pour exposer en format REST l'information, et il y a plein d'applications qui ont soif de données, donc les applications RIA, Rich Internet Applications, des applications Silverlight et tout ça. Donc, effectivement, le web se webifie, mon Dieu. Les applications où le monde se webifie, et c'est ce qu'on va discuter. Et ce qui est vraiment intéressant à comprendre, et il faut vraiment garder les technologies Microsoft et la voix que Microsoft nous donne dans ces technologies, en appliquant une double dimension. Une dimension sur les usages, sur les technos qui vont être en face de ces usages. Et avant d'arriver là, il faut regarder d'où on vient. On vient de où? J'ai eu la chance de démarrer, de travailler dans le domaine de l'Internet vers 96. T'as vu, j'ai fait l'effort. Donc vers 96, on va dire plutôt 95, 96, j'ai commencé 95, 96. J'ai commencé à travailler dans le domaine réellement du web, à créer des applications et également à lancer un peu les formations autour du web dans l'enseignement en fait en Belgique, un petit peu à ce moment-là. Et on a vu une évolution qui est quand même très forte. Il ne faut pas oublier que si on se repositionne 97, 98, il y a 10 ans, c'était un web de design. On était sur un web qui était graphique et on avait Flash qui apparaissait tout doucement. On parlait très peu de programmation. On commençait à faire quelques formulaires très très peu. Et on a été parmi les premiers à commencer à créer de la valeur ajoutée, des outils d'entreprise en fait sur Internet. Et quand on regarde aujourd'hui, il suffit de prendre les grosses applications. Prenez un YouTube, prenez Live. Quand on voit Live, comment ça a quand même été bien épuisé. Quand on voit maintenant les gros systèmes online, les grosses applications, même comme Google, il n'y a quasiment plus de design. Ce qui compte maintenant, c'est l'information. Comment j'accède à mon information facilement, rapidement, depuis n'importe où. Il y a peut-être plus de design dans la mesure où est-ce qu'on arrive avec des choses simplifiées, pures. L'interface de Google, la fameuse petite boîte, elle n'a pas bougé depuis la naissance de Google. C'est peut-être le nec plus ultra du design, de réussir à faire quelque chose que quand les gens le voient, ils comprennent immédiatement comment l'utiliser. Donc, on aurait pu, à un moment donné, on mettait en comparaison le site de Yahoo, qui changeait à tous les 6 mois et qui a fait la courbe de se complexifier, devenir horrible avec 3 millions de Le pire, là, c'était Alta Vista. C'était un arbre de Noël impréhensif. C'était... d'ailleurs, ça a aidé Google, on peut rentrer parce que la compétition n'était pas là. Mais Alta Vista, il a perdu la notion de simplicité. Pas parmi les premiers. Une des sessions auxquelles j'ai assisté à l'université du SC,
qui est une session que je trouve intéressante, c'est des architectes qui expliquaient au directeur des systèmes d'information, vous savez, le web, c'est un système informatique qui marche. Parce qu'à tous les jours, pas juste nous, nos enfants l'utilisent, on fait une recherche dans Google, ça marche toujours. Donc, leur questionnement, c'était ce modèle d'architecture-là, qu'est-ce qu'on attend d'entreprise pour le mettre en place? Eh bien, merci, parce que tu me donnes vraiment le relais. Parler d'architecture et prendre justement ces notions qu'on a connues dans les années qui viennent de se passer, les 5-6 ans, qui étaient grand public et qu'on peut maintenant commencer à mettre réellement en entreprise. On le voit avec Microsoft qui sort ne serait-ce que le Live Mesh. On sent quand même l'impulsion de Reosi qui est également, en fait, je veux dire, la partie toute la stratégie live en interne chez Microsoft. On sent une évolution. On vient d'un web qui est un web design, qui est avec le temps vers un web de plus en plus épuré pour arriver sur du social, en fait, networking. On dit épuré, mais quand même, on a essayé de mettre le plus, de transformer le web en une plateforme applicative. C'est une plateforme applicative maintenant. Donc, on parle réellement de software as a services et on parle de software plus, en fait, et services. Donc le software pour pas non plus oublier tout ce qui a été fait auparavant. Et j'aime bien quand tu parles d'architecture parce que c'est là où c'est très important de bien penser les architectures et de comprendre également pourquoi le .NET a été créé à la base. Dans une perspective de services et de services mis à disposition, les web services qui permettent quand même aujourd'hui d'arriver, comme tu le disais il y a quelques instants, à exposer les données. Et qu'est-ce qui compte en définitive? Lorsque je me balade moi sur Internet, oui, il y a des domaines où le design est très important, mais majoritairement, les gens viennent rechercher de l'information. Donc, on parlait du social et networking qui est en pleine explosion. Demain, on aura également le domaine de la sémantique. On a la preuve avec Microsoft qui vient de racheter la société qui est PowerSet ici il y a quelques jours. C'est annoncé ici sous peu, qui est une société. C'est une société qui est dans le domaine de la sémantique du langage naturel. Société en fait, en ligne. américaine. Oula, ça j'ai aucune idée. Franchement, je ne me suis pas Ce qui est encore bien assez maintenant renseigné. avec l'Internet, c'est que les sociétés, ils ont perdu tout le concept de localisation. C'est plus si important que ça. Complètement. Regarde-nous, on en parlait tout à l'heure, on est une petite entreprise, hein, on est 20 personnes aujourd'hui approximativement. On rayonne sur plusieurs pays. On va du plus haut en fait de Stockholm au plus bas et jusque Barcelone, en passant par Genève, Paris, Luxembourg, Bruxelles. Voilà. Par la magie de l'Internet, Oui. qui fait en sorte que notre système de référence 3 dimensions, où est-ce que tu as Paris, n'existe plus du tout avec le web. Et ça, c'est ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette évolution comportement, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je préfère qu'on parte des usages pour arriver sur les technologies mises en face, mais ce qui implique le changement dans les usages. Et ce changement dans les usages, il est vraiment important. Les gens ont besoin d'accéder à leur information, où qu'ils soient, à n'importe quelle heure, de n'importe quel moment. Je prends mon comportement. Il y a 3 semaines, je vais faire la mer de glace. Donc c'est une partie du Mont Blanc, en fait, sous forme de randonnée. Et dans ma randonnée, je m'arrête et je prends des photos et je les envoie en temps réel à mon épouse par mail. Qui est quand même un comportement qui aujourd'hui nous semble normal. Mais si on se reprojette 2 ans en arrière, ne serait-ce que ça, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Tu peux pas être en haut, du moins, tu peux pas être occupé de monter autour du Mont Blanc et t'arrêter alors que tu es en pleine nature, envoyer des photos à ton épouse en temps réel. N'oublions pas que j'imagine que ta caméra, elle a la localisation GPS intégrée. Oui. Ah, ta caméra, c'était même ton téléphone. C'est mon téléphone. Mais il y a la localisation GPS intégrée. J'ai un Donc, GPS ça veut dire dedans. que quand tu as envoyé, en plus d'envoyer l'image, il a envoyé tout le. Ouais. J'oublie le format, mais il y a tout le format de Sur le Virtual Earth. Longitude, Ouais. latitude. Puis Et là, tu sais exactement en où j'ai plus pris que la ta photo. femme le recevait, si elle se retrouvait avec dans un environnement où il y avait une connectivité quelconque vers Live Earth ou Google Earth, elle pouvait même, à temps réel, voir où ça se situe. Exactement. Où est-ce que tu étais rendu à ce moment-là? Et d'ailleurs, ici, dans l'Imagine Cup, c'est ici cette année par rapport à l'année dernière où on avait beaucoup plus d'applications orientées sur les technos, mise en avant de WPF, mise en avant de Workflow, de WCF. Aujourd'hui, ici cette année dans l'Imagine Cup, tu sens que les équipes vont travailler sur le SS et le S+S. Le fait de faire du match-up, de récupérer live, de récupérer des briques dans d'autres systèmes également de ce style-là. Et après, ils vont utiliser les technologies. Donc, en un an, tu as eu un changement. L'année dernière, on était quand même assez focus technologie. Et cette année,
tu sens qu'on est plus focus usage et on exploite les technologies. Ce que tu vois, c'est que les étudiants maintenant vont développer des applications qui soit exposent les données comme des services ou vont aller chercher des données, vont exploiter des données pour les amalgamer. Mashup qui est mot. Je ne sais pas s'il y a un terme français, mashup. En France, on l'utilise en fait et match-up aussi. Mashup. Tu vois, au Québec, absolument, on est bon pour traduire, mais on n'a pas encore trouvé une traduction de mashup. Mais c'est quand même parce que c'est pas... Tu vois, c'est comme si tu essayais de traduire build. Oui. À un moment donné, il faut quand même arrêter. Et donc, on évolue vers ce web de match-up où on va intégrer, où on rencontre des grosses problématiques. Problématiques de l'information qui est de plus en plus vaste et étendue, où il devient de plus en plus difficile de le retrouver. Et donc, on a la preuve avec Microsoft là, qui vient de racheter une boîte une société de sémantique. On a besoin d'outils qui vont préanalyser le contenu et l'information et qui vont nous permettre de nous le rendre de manière en quelque sorte pré-travaillée. Je vais faire le lien avec quelque chose que tu mets qu'on fasse l'entrevue. Toi, tu vois l'évolution du web en 3 grandes phases d'usage. Ouais. Peut-être, faisons une approche top-down. Voilà. Présentons donc, les 3 grandes phases. En fait, après ça, on regardera les technologies associées. Disons que je vais pas, comme on dit en Europe, je vais pas faire Madame Mirza. Donc moi, je suis pas là pour donner la pluie et le beau temps. On en a aussi des Madame Mirza le soir, la nuit, là, qui font. Je regarde pas dans une boule. Disons que je suis un boulémique de l'information, donc je lis énormément de blogs, énormément de feeds, dont les vôtres entre autres, et en fait tout ça me permet de tenter de prendre une vue globale et d'orienter notre recherche et innovation chez Wigwam. Et cette recherche et innovation, je la ventile en différents temps, donc en 3 temps principaux: court terme, moyen terme et long terme. Et ces temps sont cadencés avec le time to market. Mon objectif est de pouvoir sortir à chaque fois des modules, des composants, des solutions, quelques temps avant que le firme puisse prendre avantage de ces innovations-là pour positionner et avoir un avantage concurrentiel par rapport à un compétiteur éventuel qui pourrait décider de venir dans tes marchés. Oui, voilà, et puis même proposer des solutions. Donc nous, déjà les utiliser pour nos clients, mais également les proposer à des partenaires. Parce que nous, Wigwam, aujourd'hui, on se positionne plutôt comme bureau d'études et d'expertise, donc quasiment plus ou très peu comme une société, une SS2I, comme on dit en fait chez nous, mais plutôt se positionner comme bureau d'études et d'expertise, un peu comme vous connaissez des MTC, donc les Microsoft en fait et Technology Center. On essaye de partir dans cet axe-là, même si on sait qu'on doit continuer encore un peu à faire d'alimentaire. Moi, j'en connais un, je sais que Microsoft en a lancé un de l'autre côté de la boule, en Australie. Ouais. Mais ça va venir tranquillement vite. Mais je ne suis même pas sûr qu'il en existe en Amérique encore des MTC. Mais il y en a à Seattle, on s'entend là. Associé, ça, j'imagine. Mais c'est une approche intéressante. Et en fait, on a 3 grandes activités. On a, du moins, je veux dire, métier. Premier métier de coaching, qui découle justement de cette expertise qu'on se crée en innovant sur des solutions. Deuxième métier qui est la création de proof of concept. Et le dernier qui est les services packagés, qui... je vais prendre des services packagés qui sont assez anciens chez nous, mais on a développé des web TV communautaires, qui sont sous forme de marque blanche ou sous forme de SDK. On a développé également des éléments d'agents conversationnels, des éléments de management de vidéos en ligne au travers de Silverlight et qui permet à nos partenaires avec qui nous travaillons de récupérer et de l'intégrer assez facilement. Donc ils ont accès également de manière totale ou partielle au code source, donc ils peuvent le faire évoluer et on collabore sur le fait d'évoluer, de faire évoluer ensemble les produits. Donc quelle est ta vision du court terme des usages? Alors, du court terme, je ne vais pas dire quelle est ma vision globale, je vais dire quelle est la vision que nous mettons en œuvre en interne. Donc actuellement on travaille pas mal sur tout ce qui est la notion de l'enrôlement des médias en fait en ligne. Donc on a lancé par exemple qui est un projet communautaire pour montrer les technologies qu'on a qui est le Subboost, donc vous pouvez aller sur internet, c'est www.subboost.com, qui permet de venir enrichir la vidéo. On a lancé ça, heureusement, on va dire 2 semaines avant en fait, YouTube, qui a ouvert un service plus ou moins semblable, mais on va encore un peu plus loin dans la démarche. Donc on permet de faire du sous-titrage sur les vidéos, du transcript, mais également du tag time, donc qui nous permet de faire de la jet vidéo. Donc tu vas mettre en fait des tags. Donc tu es capable de mettre associer un URL avec un endroit à l'intérieur de ton vidéo. Par exemple, tu dis voilà, à 2 minutes 30 de ma vidéo, il y a ça. Tu vas créer un tag time
Et quand tu vas faire une recherche, tu vas arriver directement à 2 minutes 30 sur la vidéo. OK. Donc, qui est très Qui intéressant. est une difficulté aujourd'hui parce que ces contenus-là de type, que ce soit un podcast ou de la vidéo, aujourd'hui on a des URL, mais comment on rentre à Mais l'intérieur? Voilà, on c'est peut ça. pas indexer ce contenu qui est en format binaire. Là. Voilà, c'est ça. Et donc, on a travaillé sur une notion qui englobe et qui entoure en fait l'ensemble du monde et qui permet de venir directement travailler le contenu en fait de la vidéo. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur la vidéo, mais bien entendu, comme tu as dit, on travaille sur d'autres projets autour d'autres médias avec des partenaires qui sont également des sociétés connues et reconnues dans ce domaine-là et qui souhaitent exploiter nos technologies sans que nous on apparaisse. C'est pas forcément notre objectif. Nous, notre objectif, c'est on a aujourd'hui en interne sur 20 personnes, on a, comme on le disait tout à l'heure, 7 MVP. Ces 7 MVP, ça engendre le fait qu'on a des gens qui sont passionnés par les technologies et qui ont besoin de projets qui soient, je vais dire en fait bandants, comme on dit chez nous, Stimulants. qui soient Stimulants. voilà, en fait, des Stimulants, si on stimulants. prend un vocabulaire C'est un peu plus adapté. Mais bon, on est entre geeks, hein, donc je veux dire, il y a de toute façon, en fait, ils nous écoutent pas. Hein, en fait, on va pas dire. Et donc, il faut trouver des projets qui en valent la peine. Et tu te rends compte aujourd'hui, tu sais, on parle souvent de la loi de Moore. Et l'effet de la loi de Moore appliqué au hardware de manière très forte maintenant Juste dans le pour software. les auditeurs qui seraient peu familiers, la loi de Moore qui a tous les 18 mois la capacité de traitement des processeurs doublée. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, on a frappé le mur parce qu'on n'a plus de capacité de pouvoir doubler la capacité des processeurs. Mais par contre, les Intel de ce monde nous font juste nous doubler le nombre de processeurs Voilà, qu'on a. tout C'est à pour ça fait. maintenant qu'on a des dual core, des quad core. Tout à l'heure, on aura des 8 core, puis des Tout à 16, fait. puis des 64 cores. Et un jour, probablement, ça sera très standard de penser que je me suis acheté un laptop qui a 1024 processeurs. Ouais, un mainframe. Et ce jour-là n'est probablement pas très loin dans le futur. Non, c'est pas très loin. C'est justement là où c'est intéressant, c'est de se rendre compte de l'accélération des technologies. Donc, en gros, on parle de l'évolution des usages. Donc, je prends le cas maintenant du court terme. Le moyen terme, on axe très forcément beaucoup et on a pas mal de projets en interne avec des partenaires autour des usages avec la géolocalisation. Donc, et le long terme, Court terme. Vas-y sur le long voilà. terme. Et le long terme, on travaille beaucoup sur tout ce qui est artificiel, qui est un de mes grands dadas, avant même Wigwam. Hein. Donc c'était déjà une de mes passions il y a 8 ans en arrière où je m'étais déjà amusé à créer des algorithmes dans ce style-là. Et là, j'ai eu la chance de trouver en fait des compagnons au sein de Wigwam qui sont très motivés par ça. Mais là, écoute, et voilà. Intelligence artificielle, me semble, ça fait 50 ans qu'à toutes les fois, on dit oui, ça va arriver un jour, mais dans le futur, dans le long Oui, terme. tout à fait. Parce que j'ai l'impression peut-être qu'on va être encore Tout à fait. ici, pas moi, mais on pourrait être en l'an 2100, il y a encore quelqu'un qui va nous dire on travaille sur le long terme sur l'intelligence artificielle parce qu'un jour on pense que. Oui, attention. Ouais, mais là, Je fais un peu mon avocat de fier, mais qu'est-ce qui fait que tu mais je suis que tu y d'accord. crois? Non, mais je suis d'accord avec toi, Mario. Et on reste encore vraiment dans la prospective. Donc là, on va pas dire du qui tout doux, mais quasiment, quoique. Mais à partir du long terme, quand j'ai un projet long terme, je décline ce projet sur le moyen terme et le court terme. Donc, c'est-à-dire, j'en fais en quelque sorte des sous-produits, des sous-versions qui vont me permettre de positionner sur le marché en time to market, en moyen et en court terme. Et là, c'est beaucoup sur les agents conversationnels. Donc, on pourra en reparler. Malheureusement, je peux pas sortir. Agent conversationnel. Agent conversationnel. Donc, Donc, tu sais, on parle. c'est quoi l'elevator pitch, là? En Voilà, 15 secondes, voilà. qu'est-ce que c'est que cette Donc, affaire-là? en gros, on revient sur tout au début de notre discussion. Après, on va un peu se focuser sur les technologies parce que Ouais. on aura fait un scope et j'aimerais bien vous dire maintenant, ce que je vous raconte, vous deux déjà devant moi, mais vous également qui nous écoutez, vous pouvez y aller avec les technologies d'aujourd'hui. Sur ce court, moyen et long terme, vous pouvez déjà y aller. Ok, attends. Et on reparlera des technologies. Donc, si on Mais rappelle, le je court reviens. terme, Je reviens d'abord sur les agents conversationnels. D'accord ? Les agents conversationnels, ça nous arrive, malgré le décalage horaire entre la Wallonie en Belgique et le Québec au Canada, ça nous arrive de discuter par Messenger. oui. Ouais. Et lorsqu'on discute, on a des conversations qui sont parfois d'un bon niveau, parfois c'est des conversations plutôt sympas, où en définitive, des algorithmes, non pas des intelligences artificielles, mais des agents intelligents seraient capables de répondre à notre place. Les plateformes qu'on a développées aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une factory qui permet en quelque sorte à tout à chacun de créer son agent conversationnel autour d'un sujet. En fait, on peut prendre l'exemple des systèmes téléphoniques automatisés. Oui. Où on nous répond, Ouais, là, un automate nous Pat, répond. parle-moi pas ces systèmes téléphoniques. Moi, tu sais, quand que
Tu veux parler à un vrai être humain, puis parce que je sais pas comment est-ce que c'est en Europe, mais en Amérique, là, on n'est plus capable de parler à un être humain, et ces maudites bébelles-là, tout ce qui marche, c'est du hiérarchique. Pressez le 1, si vous êtes pressé le 2 minutes, Oui, moi, c'est pas ça que voilà, je veux. et c'est pour ça qu'on parlait de sémantique tout à l'heure. C'est-à-dire, tu as la sémantique qui, même si la sémantique existe déjà depuis un bon bout de temps, hein, qui apparaît et qui se met réellement en place. Donc, on a beaucoup travaillé sur la sémantique. La sémantique. Quand je lui dis, parce que, exemple, derrière nous, maintenant, on a les cartes de crédit, si tu veux faire des traitements en web, il faut que tu aies le code. Je sais pas si vous avez l'équivalent en Europe. Tout à fait. Et il faut enregistrer carte de crédit, les secure codes. Et aujourd'hui, si on va sur le site, je sais pas c'est qui a fait ça pour eux, mais c'est mal foutu. Vraiment très mal foutu. Ouais. Et donc, tu finis, la seule chose que tu peux faire, c'est appeler le service parce que tu te retrouves dans un cul-de-sac. Puis là, pour appeler le service, mais ça va te prendre 20 à 25 minutes avant d'arriver à parler à un être humain. Parce que tu n'as aucune façon de court-circuiter. Tu sais où tu veux aller, oui, mais là aussi, Mario, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est notre génération, ça. Et on a une génération qui arrive, qui est ce qu'on appelle communément la génération Messenger, en quelque sorte. Génération 15, 30, 35 ans. 15, 30, 35 ans, qui est une génération pour qui discuter par Messenger, discuter par SMS, c'est plus que naturel. C'est même d'ailleurs, à la rigueur... la façon. Voilà, c'est la façon de communiquer. Mais ce que ça veut dire, c'est que les banques, aujourd'hui, ce sont des dinosaures et s'ils ne s'adaptent pas... Bah écoute, tu serais étonné, malheureusement, je peux pas me permettre de vous donner des noms mais il y en a sûrement des compagnies qui prennent ce virage-là. Oui, aujourd'hui, on a mis en place des projets qui vont être rendus publics dans les prochains mois pour des gouvernements, carrément, qui pourtant semblent être des vieilles, en fait, très poussiéreuses, et qui sont partis. On a monté des agents conversationnels où l'objectif, en fait, c'est de désengorger. Désengorger les call centers, désengorger la recherche d'informations. On arrive dans cette génération Messenger, cette génération 15-35 ans, qui jusqu'il y a quelques années n'avait pas de pouvoir d'achat, ou très peu. Et qui maintenant... Génération que je ne fais plus partie, moi. Je avec un vieux troulet. Avec tes cheveux blancs, là. Et donc, c'est une génération qui maintenant commence à avoir un pouvoir d'achat. Oh oui, tout à fait. Qui, en plus, est habituée à se dire, bah tiens, je vais prendre Messenger pour discuter avec limite mon voisin qui est en face de moi. Et je peux en parler parce qu'au bureau, on travaille dans un open space et quand tu as 2-3 trucs qui sont pas forcément super importants, où tu n'as pas besoin de discussion, on va plutôt s'envoyer un message par communicateur ou déjà. Et donc, c'est vraiment des usages et des comportements qui évoluent et c'est là où on va pouvoir amener la sémantique et amener les éléments en fait d'agents conversationnels en quelque sorte. Et on désengorge, là par exemple, dans le domaine public, l'agent conversationnel qu'on a mis en place dans le domaine public, c'est justement pour répondre à une demande croissante des plaintes ou ce genre de choses. Et en fait, on a l'effet des 80-20. Je présume que vous l'avez également fait. Oui, la loi de Pareto est toujours vraie. Voilà, donc c'est-à-dire que 80% des demandes entrantes demandent 20% du temps et 20% demandent 80% du temps. Et l'objectif, c'est faire en sorte que ces 80% ne se plaignent plus parce qu'ils disent oui mais c'est long, on n'a pas l'information, je suis une demi-heure au téléphone. 25 minutes avant de pouvoir parler à quelqu'un parce que moi je fais partie des gens qui ont des problèmes. Tu ne fais pas Génération Messenger. Non, mais ma banque ne fait pas partie. Mais regarde Microsoft aujourd'hui. Microsoft mise quand même beaucoup sur Live. Ils mettent de plus en plus en avant leur réseau social au travers de Messenger. Regarde, ils ont investi dans Facebook. On sent vraiment même une évolution dans les mentalités chez Microsoft avec des gens comme Reozi qui poussent quand même relativement fort vers ces axes-là. Et donc aujourd'hui, ça permet, en fait, on arrive à mettre en place des agents conversationnels qui vont te permettre d'avoir accès déjà à une grosse volumétrie d'informations et de discuter avec toi comme si c'était un être humain derrière, jusqu'à un premier niveau de discussion. Ouais. On va dire à peu près équivalent à la discussion qu'on a. Je suis d'accord avec toi que je peux croire que ça se fait. Donc, si on récapitule, à très très court terme, c'est, je vais prendre le terme, la bonification de l'expérience médiatique. Ouais. Peut-être la formation. En tout cas, je pense qu'il y a d'autres axes, mais moi, c'est un des axes que j'investis. Premier axe. Second axe qui est plus à moyen terme, si tu peux me le rappeler. Tout ce qui est la gestion, le fait de créer des usages. Donc, pour moi, le moyen de 6 mois, non. Hein. OK.
Donc, et à plus qu'un an, là, on parle d'agents conversationnels, on parle de systèmes plus intelligents et moins d'hommes. Voilà, on va principalement parler de la sémantique, l'ubiquité, parce que ça, faut pas négliger. Même ici, on le voit dans l'Imagine Cup, il y a quand même pas mal de projets avec des interfaces où tu n'as plus de clavier, tu n'as plus de souris qui apparaissent. Faut pas le négliger, hein. Ça signifie qu'on aura accès à notre information depuis mon frigo, depuis ma voiture. On a vu les accords de Microsoft avec Ford au travers du Sync Automotive. Ouais, la voix. La voix également. On peut penser à leur table Surface. Oui, tout à fait. Donc, au et toucher. même, tu as le Touch Wall ou le Lucy Touch qu'ils ont présenté durant les journées MS Research à Corp également, qui sont des systèmes applicatifs embedded ou pas, mais qui n'utilisent plus les interfaces de la même manière. Alors, on pourrait dire, oui, c'est bien votre podcast là, mais ça fait un peu quand même Madame Mirza. Donc, on va peut-être un peu sur les technologies pour montrer qu'il y a moyen aujourd'hui. Surtout avant de traiter des technologies, à la conférence de l'Université du USC, un des c'était Neil Armstrong. Donc, le premier homme qui a mis le pied sur la Lune. C'était pas la conférence où on a appris le plus de choses, mais c'était une conférence haute main motive, parce que beaucoup de gens comme moi, on se souvenait d'avoir été devant notre téléviseur et de... Oui, absolument. Guy aussi. Excuse-moi, moi je l'ai vu qu'en vidéo. Écoute, pauvre de toi. Mais une des choses que je me souviens de cette conférence-là... Comment il me casse? Une des choses que je me souviens de son propos, parce qu'il a quand même fait une bonne conférence, il rappelait qu'en 1939 et en 1940, il y a eu une foire internationale à New York. Donc, 39, on remonte à longtemps. Une foire internationale le thème était... Le futur. Le futur. Et on avait demandé à tous les experts, imaginons le futur. Et ces gens-là ont imaginé le futur. Et puis il y a eu 20 millions de visiteurs, tellement qu'ils ont continué une année subséquente et encore un autre 20 millions de visiteurs. Tu sais, une foire universelle. Un peu comme il y avait eu au début du siècle avec la Tour Eiffel. Donc, ce genre de foire... Mais ce qui était surprenant, c'est que dans les 10 années qui ont suivi, il est apparu 3 choses majeures pour l'être humain. La bombe atomique, la naissance de l'ordinateur, en tout cas le transistor. Le transistor, tout à fait. Et c'était quoi la troisième que j'oublie? Ah oui, pour lui, ça le touchait. C'est l'avion à réaction. L'avion, le jet. L'engin qu'on connaît, qui va permettre quand même un jour d'envoyer sur la Lune des gens. Et paradoxalement... Ces 3 innovations-là, aucun n'en parlait dans cette foire. Dans l'exposition universelle. Parce que, même sur un time frame de 10 ans, on est très, très mauvais à imaginer. Donc, je suis content que tu nous dises, moi, j'essaie de regarder 1 an, c'est du long terme. Parce que c'est clair que sur... Un an, c'est du moyen terme. Ouais. Le long terme, ça va être 1 an, 3 ans. 1 an, 3 ans. Mais on est d'accord que si je te disais, Redo, dans 10 ans, là, qu'est-ce que tu vois? Tu vas probablement me dire, écoute, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 millions de pourcents, voici ce que je pense qu'il va y avoir dans 10 ans. Oui, Redo, Deep Web 10.0. Non, je vais pas m'aventurer à ça. Redo, peux-tu nous faire un récapitulatif? Qu'est-ce qui s'est passé entre le Web 2.0 et le Web 10.0 Oh là là, alors là, à mon avis, on pourra écrire énormément de choses. Mais existera-t-il encore un Web 10.0? Peut-être que tout va... Par contre, là, c'est vraiment intéressant que tu nous guides vers ça dans la conversation, parce que je suis convaincu, et ça également dans les usages, c'est important à prendre en compte, mais je suis convaincu que demain, on consommera le web comme on consomme l'électricité aujourd'hui. Donc peut-être qu'on sera même plus conscient que ça s'appelle le web, on va juste prendre ça pour acquis. Mais attends, regarde un petit peu en arrière. Tu as tous ces jeunes qui sont aussi à Imagine Cup, qui utilisent le .NET Framework 3.5. Tu leur dis Framework 2.0, 1.1, et même tu leur dis objet, classe unifiée, pour eux c'est naturel. Ouais. Tu vois? Et bon, ça y est, on prend une claque. On s'entend que ton échantillonnage ici, t'as un peu bien, t'as la crème des personnes. Oui, on s'entend que c'est genre un cerveau un peu plus évolué que la majorité des êtres humains. D'accord, mais que sur le marché de l'adoption, quel que ce soit, il est toujours intéressant de regarder les top early adopters. Parce que c'est souvent eux qui vont nous montrer le chemin. Qui vont guider, et c'est d'ailleurs ce qui me guide au quotidien, c'est je tente au maximum d'analyser mon comportement et le comportement de mes compagnons. C'est-à-dire de mes collaborateurs au sein de l'entreprise. Je regarde beaucoup également ce qu'ils font au quotidien, comment ils consomment l'information, de quelle manière, parce que on a la chance d'avoir des gens qui sont excessivement doués dans leur domaine. Parce que on a, chez Wigwam, on a 2 domaines principaux. Le domaine du développement web et le domaine du collaboratif. Okay. Avec des MVP qui sont très connus
en Europe et qui sont vraiment en quelque sorte des formes de guest stars dans leur domaine. Et c'est vraiment intéressant de regarder leur comportement par rapport à l'adoption des technologies. Et c'est pour ça que j'attends avec hâte la PDC qui aura lieu ici au mois d'octobre en fait, à Los Angeles. Ouais. Et quand tu vois les sujets qui vont être présentés, à mon avis... Donc, est-ce que tu es déjà inscrit pour Je suis déjà inscrit, j'ai déjà mon billet d'avion. On est déjà aussi inscrit, donc on va se revoir. On se revoit là-bas, mais avec grand plaisir. Alors là, je suis certain qu'on va trouver un endroit où est-ce qu'il y a au moins autre chose que juste de la bière américaine. Tout à fait. Mais avant de se revoir à la PDC, on est des geeks, on parle d'usage et d'usage technologiques. Quelles sont les technologies aujourd'hui, au niveau des technologies, on garde toujours de manière transversale le Visual Studio 2008. Hein. Je pense que maintenant, c'est devenu un impondérable. C'est vraiment l'environnement dans lequel on peut travailler. Imagine en arrière. Quand on a démarré le .NET Framework, j'ai eu la chance de démarrer fin 99, début 2000 à peu près, qui ont été vraiment mes premières approches et premier amour avec le .NET Framework. Moi, j'ai travaillé avec le alpha de .NET. Voilà, tout à fait. Merci. Et tu te souviens, à ce moment-là, on parlait d'applications WinForm, on parlait tout doucement de web parce qu'on avait tellement une mauvaise expérience avec la version précédente de l'Interdev. Le spaghetti! Quand on nous a pris qui était le futur d'ASP, ASP.NET, je me souviens, j'étais à la PDC en l'an 2000, puis on faisait des démos, puis on nous disait vous serez capable de supporter le web et de supporter aussi tout ce qui était à l'époque Windows CE. Puis, je me souviens, j'étais très sceptique. Je disais oui, un autre que moi, parce qu'on avait déjà vu combien de personnes nous avaient annoncé le multi-utilisateur et tout. Mais regarde aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire pour nous d'avoir investi, et je parle déjà de nous trois et à mon avis vous qui nous écoutez, mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, tu développes sur la plateforme .NET. On parle de plateforme et pour moi il y a une grosse différence entre le .NET Framework et la plateforme .NET. Je fais un projet, par exemple, lundi, je fais du web, mardi, je fais du Win, mercredi, je fais du Smart Client, jeudi, je fais du Pocket PC, du Compact Framework, après, je fais du Micro Framework. Tu utilises toujours un certain savoir commun. Ouais, voilà, et puis après, je vais faire, je vais doucement dans les applications SAS et S+S. C'est incroyable, je fais du Office. Moi, j'étais effaré avec quelle facilité. En fait, en gros, pour rien te cacher, Office n'est pas trop mon domaine. Hein. Il y a un autre régional directeur qui est Nicolas Clerc, qui fait ça très bien, qui est un très bon ami en France et qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Donc moi, je me suis pas trop positionné, même si je regarde. Et on me demande au Luxembourg de faire une démo. Il m'a fallu à peu près 10 minutes pour préparer ma démo. C'était une démo de 4-5 minutes, hein, donc c'était très léger dans une session plus vaste. Je suis arrivé, clac, 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 fini, ruban créé, les contrôles, machin, interaction avec OXML. Facile, quoi. C'est incroyable de se rendre compte qu'on a misé sur une plateforme qui aujourd'hui nous permet d'étendre quasiment tous les produits de chez Microsoft. On parle du SharePoint, on parle de CRM, on parle du WinForm. C'est quand même relativement extraordinaire. Et donc, ultimement aussi d'étendre d'autres technologies, parce que dans la mesure où on est capable d'utiliser, par exemple, des protocoles REST, donc dès que tu as une ressource qui a l'interopérabilité, qui a URL, c'est extraordinaire. Donc, dès que tu as une ressource qui est exposée sur le web, tu en tirer parti avec la plateforme .NET. Ouais, au niveau URL, et quand tu vois l'évolution maintenant de la gamme Microsoft avec l'OpenXML, c'est quand même extraordinaire, hein, je veux dire. Donc, technologie au cœur de l'actuel, c'est 2008. Donc, on a 2008, Windows Server 2008, SQL Server 2008 qui intègre quand même pas mal de choses, entre autres autour de la géolocalisation, ce genre d'éléments, mais tu parlais tout à l'heure également de l'exposition de manière beaucoup plus simple de l'ensemble des données. Link qui apporte quand même énormément de choses. C'est un langage de requêtage directement intégré, extensible. Je veux dire, les méthodes d'extension au travers du .NET Framework, c'est quand même bon, quoi. Je veux dire, on est quand même content. Faut faire attention, par contre. Ça ouvre des portes et on peut, comme beaucoup de choses, plus on nous donne un fil qui est long, plus on peut plus aisément se pendre avec. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une belle expression que je vais ramener en Belgique, ça. Donc, si je te donne un fil, c'est peut-être pas un fil, parce que pour ça un câble assez long, tu peux te réussir à te pendre encore 2 fois plus vite que juste un petit bout de fil. Une autre technologie que j'aime énormément et sur laquelle j'ai mis suite quand elle est sortie, c'est le Sync Framework. Donc, j'aime beaucoup, en fait, cette technologie. Elle évolue encore au quotidien, mais... Oui, parce qu'elle est pas... Ce qu'on a vu, là, présentement, ce qui est annoncé, ou les grands pendants qui sont présentement disponibles, ce ne sont que des pièces
dans un puzzle qui est plus grand, là. Exactement, il D'ailleurs- faut lire entre les lignes. Ouais. C'est ça, parce que on a parlé un peu de ce qui est une des premières. On a eu une émission au mois de juin, nous, avec Éric Éric Moreau. Moreau, On a ouais. parlé justement une des premières composantes de toute ce Sync Framework-là, qui est la partie ADO.net. Mhm. Puis, c'est clair que c'est dans une vision beaucoup plus globale. Et dans cette vision-là, la synchronisation vers, premièrement, tout ce que nous, on possède comme bidule, que ce soit nos téléphones cellulaires, nos portables, nos ordinateurs. Du Any Devices, tous les devices que tu auras, ce sera ta télé, ce sera ton frigo, ce sera ta voiture, ce sera l'ordinateur intégré dans ta cuisine, ce sera même, pourquoi pas, à terme, des éléments qui seront présents de manière beaucoup plus proche. Donc peut-être des nouveaux composants dans les... il suffit d'aller voir sur YouTube. Moi, je suis un passionné de futurologie et de prospective. C'est entre autres ma passion. Et des grandes figures comme en fait Ray Kurzweil, Ouais. en fait aux États-Unis, Mhm. quelqu'un pour qui j'ai lu l'ensemble des bouquins. Donc forcément, je vais un peu chercher mon inspiration là-dedans. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, avec ces systèmes, ces technologies, Windows Server 2008, SQL Server 2008, Link, Visual Studio, Sync, Windows Communication Foundation, qui pour moi est ma brique préférée dans le .NET 3. Bon, maintenant, ça peut dépendre des personnes. On mais voit que tu as un intérêt vers la distribution de voilà, l'information. voilà. Depuis très longtemps, j'ai été passionné de l'interopérabilité. J'ai eu la chance de présenter l'interopérabilité entre .NET et PHP 5 devant en fait Erasmus Verdov, qui est papa de PHP. Donc ici à Paris, quand il était venu présenter PHP 5, j'avais été invité pour montrer l'interopérabilité des technologies. Avec une grande surprise, au bout de ma session, alors que je prenais des tomates, on me dit, mais alors il vaut mieux faire du .NET que du... Tu imagines un peu mon état à ce moment-là. À mon démo, elle a un peu trop bien marché à mon avis. Donc, Oui, mais on s'entend que PHP est encore présent et oui, mais bien c'est de très bonne technologie. Et pour moi, il n'y a pas de meilleure technologie. Pour moi, il y a des bons développeurs, des bons concepteurs, des bons architectes. Et de la même façon que le coffre à outils d'un bon travailleur n'est pas seulement composé d'un marteau, il contient des tournevis, en tout cas différents types d'outils, il faut reconnaître qu'on a besoin de toute cette panoplie d'outils. Voilà, c'est ça. Et alors après, tu vas retrouver encore en frontal, quand tu as mis le WCF, après tu mets tout ce que tu veux derrière. Donc on parlait d'interopérabilité, mais on peut parler de WPF, on peut parler de Silverlight, qui à mon avis va apporter quand même beaucoup de choses. Tu as ASP.NET avec toute la vague Ajax, etc., qui nous a été présentée au Mix il y a quelques années, en primeur, en disant maintenant, je suis Microsoft, je vous dis qu'on va faire de l'Ajax. Ah oui, bon, maintenant on fait réellement de l'Ajax. Et donc on retrouve des expériences utilisateurs très intéressantes. Et on arrive maintenant à la gamme en fait live, qui va devenir également une interface. Donc on a parlé de Live Mesh il y a quelques instants, mais également la gamme au travers des Live Agents et le fait de faire passer de l'information. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'usage que je peux en avoir, j'ai ici mon Pocket PC dans la main, je suis dans le métro ici à Paris, je dis tiens, j'aimerais bien une information sur un domaine particulier, j'ai l'agent conversationnel qui est là, je discute avec lui, il me donne l'information. Imagine le cas, on a travaillé pour Microsoft sur un projet au travers du Citizen en fait Service Platform, donc le Microsoft en fait CSP. Donc Citizen Service Platform. Donc une plateforme pour monsieur et madame tout le monde. Pour madame tout le monde, pour ce qu'on appelle en France les mairies ou les communes. Ah, OK. D'accord ? Et ça, en fait, nous permet, on a mis en place des agents conversationnels qui vont donner de l'information à l'utilisateur. Donc le citoyen payeur de taxes qui veut avoir des questions. Imagine, je sors du boulot et je me dis, tiens, c'est vrai, j'ai mon papier pour renouveler ma carte d'identité et je connais pas les horaires. Tu prends ton agent conversationnel de ta mairie et tu lui demandes, est-ce que tu es ouvert pour l'instant ? Et tu es dans le métro. Tu es connecté en GPRS. Puis il va être assez intelligent pour comprendre ta question. Il comprend ta question au travers de la sémantique et il te donne la réponse. Donc il va probablement te demander, veux-tu avoir les horaires? Puis là, toi en disant oui. Non, tu vas lui dire, nous on développe des agents, ou tu vas carrément dire, voilà, c'est quoi les horaires d'ouverture. Et Oui, il va être assez intelligent pour comprendre. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, nous, typiquement, c'est ce type de plateforme-là qu'on développe, donc sur les technologies, entre autres Microsoft, mais on a investi les autres technologies. Donc on l'a fait également sur Google Talk, sur Skype, et sur Yahoo Messenger, etc., etc. Et on croit quand même pas mal dans cette évolution, surtout au travers de ce qu'on se disait il y a quelques instants, du moins un peu plus, avec cette génération Messenger qui arrive avec un pouvoir d'achat sur le marché.
De live présentement. Oui. Là, on est au début juillet. Il y a certaines parties qui sont annoncées, mais ce qui semble intéressant, du moins, si on regarde dans notre petite boule de cristal, on sait fortement que à la PDC, cet automne, il va y avoir des annonces intéressantes. Il va y avoir des grosses annonces. Ouais, Il va y avoir, en fait, bon, en tant que regional director, on sait... On sait rien. On sait absolument rien. En fait, on sait absolument C'est ça. rien. Et, En tout cas, moi, je bon, sais absolument rien. Puis là, vous me faites... tu sais, si je serais un auditeur, je dirais, hey, vous deux, là, vous me faites chier. Non, mais peut-être... non, mais on n'a aucune information. Vous savez juste qu'il va y avoir des grosses annonces. Voilà, c'est plutôt des bruits de couloir. Ouais, des rumeurs. Des rumeurs. Mais si ça... Est-ce qu'il y a des rumeurs publiées quelque part sur un site web qu'on pourrait nous reprendre? Ça écoute, c'est pas nous qui a des rumeurs, on a juste... Tu vas sur le site de la PDC, tu lis entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. En fait, c'est ça. C'est que cet automne, il va y avoir des grandes annonces dans le courant de technologie qu'on discute aujourd'hui. C'est une date importante. Là. C'est super. Donc, c'est super pour important. signaler aux auditeurs Si vous êtes dans le domaine, si vous êtes chef de projet, si vous êtes directeur informatique d'une société, trouvez le budget, allez à la PDC. Ici, cette année, ça vaut trop la peine. Ça, j'en suis mais relativement bien convaincu. D'ailleurs, dès que Kevin nous a envoyé le mail en disant « Voilà, c'est ouvert maintenant la PDC », il m'a fallu à peu près 10 minutes pour dire « Ok, c'est bon, j'y vais, je suis inscrit. » Et après, je vais me débrouiller pour trouver le budget pour l'avion et pour l'hôtel sur place. Sinon, vous Tu sais que viendrez tu prendre peux une bière amener un avec nous. sleeping bag et coucher dans les rues de Los Angeles. Tu seras pas le seul. Parce que c'est ce qui est malheureux. Hein? Une des grandes villes du monde, mais t'as des gens à côté qui... Tout à fait. Ça, c'est un problème plus vision nord-américaine de ce qui est l'équité sociale entre les gens riches et les gens plus pauvres. Tout à fait. Donc, Rideau, c'est sûr. Les usages, essentiellement, on peut les classer en 3 grands domaines. Donc, on a dit, en tout cas, qui sont vos intérêts. Donc, tout ce qui serait avoir une expérience médiatique plus soutenue, plus riche. Plus riche. Donc, Silverlight est une des technologies qui C'est une permet ça plateforme aussi. phare. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, surtout depuis la version 2, avec laquelle on peut jouer de manière plus consistante aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de s'y investir un minimum. Donc, ensuite, à moyen terme, il y a tout le géopositionnement. Les GPS, on ne peut plus acheter un téléphone cellulaire qui n'a pas un GPS dedans. Oui, tout à fait. Et ça, c'est sûr et certain. Comme on a eu l'appareil photo qui est devenu quasiment un standard maintenant dans le GSM, le GPS, à mon avis, deviendra vite un standard. On se promène difficilement maintenant en voiture sans avoir son GPS. Tout à fait. Parce que pourquoi se casser la tête à chercher avec les cartes et tout, le GPS va nous amener au bon endroit. Oui, tout à fait. Et là, il y a plein de... on peut réinventer. On peut tout réinventer. C'est ce qui est extraordinaire. La période dans laquelle on évolue maintenant aujourd'hui, pour nous, en tant qu'indépendants, en tant qu'entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies, c'est très motivant. C'est vraiment une période qui est très intéressante. Et si on greffe, sans aller dans la science-fiction, mais des technologies aujourd'hui qui fonctionnent, on peut commencer à penser à faire des agents intelligents. Tout à fait. Donc, on a parlé, là, entre autres, de sites conversationnels pour dans tout ce qui est lié, par exemple, avec le citoyen. Donc, Oui. les mairies et tout qui veulent être en mesure de Tout à bien fait. servir Tout à fait. leurs payeurs de taxes. Donc, toute cette catégorie d'usage-là existe. Les technologies sont là et on ne parle pas de technologies qu'on doit attendre pendant 5 ans. C'est aujourd'hui disponible c'est avec aujourd'hui, les hein. produits. Il Microsoft. suffit d'aller sur Live, vous recherchez le SDK Live Messenger et en 10 minutes, vous démarrez. Et vous commencez à créer vos agents. Bon, alors après, il est clair qu'il faut investir si vous voulez. Nous, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on travaille sur ces technologies-là. Voilà, mais si vous voulez un premier résultat, vous On pouvez y s'entend aller, qu'il faut masquer mais c'est comme l'art du d'habitude, développement hein, de voilà, logiciels. il faut pas oublier que Microsoft construit son modèle au travers des partenaires, donc ils vont pas non plus rendre les technologies trop simples, je veux dire de premier abord. Bon, s'ils pourraient, Même si quand même un peu. Hein. parce Ils que vont bien s'ils simplifier. pourraient la vie, avoir hein. des milliards de clients parce que leur technologie serait simple, je suis sûr qu'ils diraient pas non. Ouais, ils les ont quand même hein, au travers des partenaires. hein. Oui, tout à fait. Et donc, en terminant, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu recommandais à nos auditeurs? En termes de site web ou de livres, j'en ai tellement en fait à vous recommander. Donc, je pourrais déjà recommander les communautés qui sont plutôt chez nous côté francophone, comme ASP.PHP, Code Source, Tech Browser, où là vous retrouverez l'information, je veux dire en français.
vous aurez mon blog qui pour l'instant a tendance en fait à être un peu moins alimenté parce que j'ai beaucoup d'activités offline et parfois ça fait du bien, comme l'Imagine Cup, j'ai donné conférence également. Donc ici c'est ma période de vacances. Donc, je vais pouvoir me remettre à bloguer de manière. De toute façon, on va mettre la page. Voilà, donc, un grand Les merci. liens. Et je pense que sur mon blog, vous allez retrouver plein de liens vers plein de sites. Je relaye également sur Twitter beaucoup de liens. Donc, vous cherchez Twitter / en fait Redo, c'est Twitter / REDO. Et là, vous avez toute une série de liens. J'utilise mon Twitter non pas pour expliquer ma vie de tous les jours, mais quand je fais ma veille technologique, je mets des liens. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui commencent à me suivre. Je cherche pas forcément à en avoir beaucoup plus, mais j'essaye de fournir des liens de qualité. C'est une façon plus intéressante que de dire « Ah, je suis aux toilettes. Ah, je Voilà, suis en train de tout à manger. fait. Ah, je vais me coucher. Il y a des gens, tu dis « Get alive! Et c'est vraiment marrant parce que ici, j'ai discuté avec d'autres juges et qui disaient on suit ton Twitter parce que dès qu'il y a un point qui arrive chez toi, on sait que ça vaut trop la peine d'aller voir. Ben oui. Ben oui. Mais toi aussi, pour te remémorer Exactement. cet C'est ta hyper mémoire, lien-là, c'est c'est ta ta- C'est mémoire. une forme de mémoire comme je suis pas très vision, je préfère en fait surfer sur le web et chercher de l'information. J'aime beaucoup aller sur YouTube, voir les vidéos sur la prospective et oui, ça fait un peu science-fiction, mais en même temps, ça permet de se projeter et de retirer le meilleur pour voir ce qu'on va pouvoir mettre en place aujourd'hui. Alors, ce qui est génial, c'est que, comme on le disait, les technologies dont on a parlé, pour faire la synthèse rapidement, Visual Studio 2008 avec toute la gamme serveur 2008, SQL, Link, Sync, le WCF et tout ce qu'il y a au niveau front, Ce n'est WPF, pas bref, de la science. ce n'est pas de la science-fiction. Vous pouvez le faire, il y a réellement moyen, il y a des modèles économiques qui se mettent en place, qui apparaissent de plus en plus. Je pense intéressant pour les entreprises d'investir un minimum sur des technologies telles que tout ce qui est l'XML et qui tourne autour. Hein, donc je parle Ouais. OpenXML, XAML, etc. Qui vont un peu plus loin. Je trouve vraiment intéressant. Les architectures orientées SS, S+S, consacrez-vous du temps par rapport à ça. Préparez Donc, un tout- minimum. Ouais. Pour Pour nos évoluer auditeurs, demain. on a peut-être pas traité beaucoup, mais quand vous entendez S+S, c'est tout finalement le modèle où c'est un service qu'on offre sur On Internet. expose. Software on as a expose. service. Mais dans l'entreprise aussi. Hein. Donc on n'est pas obligé d'exposer sur le web forcément, on peut exposer dans mon intranet, au niveau de mon entreprise, parce qu'on connaît la problématique des grandes boîtes, au niveau des rachats et des systèmes hétérogènes qu'on rend en fait homogènes avec ces technologies-là. Ouais, puis on parle de technologie aussi. On est à Imagine Cup. Les étudiants ont accès à ces technologies-là, soit avec les versions express qui sont gratuites, Oui. ou même il y a des programmes qui sont mondiaux de la part de Microsoft Ouais. qui permettent aux Le étudiants. MSDNA, Ouais. je pense. Hein, c'est Ouais, mais pour, ça dépend académie. peut-être de marché en marché, mais D'accord. les étudiants peuvent avoir accès à des licences L'argument de gratuites. dire ça coûte trop cher, c'est pas vrai. C'est parce Même, que là, même pour un étudiant qui n'a pas un rond, là. je dirais même pour une compagnie, parce que tu peux facilement dans des programmes avec Microsoft où tu vas avoir accès au logiciel pour les 2-3 prochaines années. Puis la seule contrainte que Microsoft va te demander, c'est qu'il faut que tu mettes en ligne un service ou quelque chose que tu as produit, mais à ce moment-là, ils vont te donner à rabais accès à certaines de leurs. Mais on le sent, hein, si tu regardes la stratégie commerciale de Live, tu sens que c'est occupé de se construire également. Donc même Microsoft, je pense, se cherche également dans ce modèle-là. Donc ça arrive progressivement et intelligemment. Microsoft est conscient que s'ils veulent vraiment créer un écosystème, ils doivent travailler pas juste tout seul, mais avec toute la communauté qui veut bien participer. C'est Puis ils sûr et essaient certain. d'ouvrir les portes les plus grandes Ouais. ouvertes parce qu'ils ne veulent pas perdre la chance d'avoir un des innovateurs qui va créer la nouvelle grande innovation parce que, comme on l'a dit, dans les 10 prochaines années, il y a au moins 3-4 grandes innovations qu'on n'est même pas capable d'imaginer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis ça veut dire que probablement Steve Ballmer chez Microsoft n'est pas plus capable que nous. Ouais. Mais il aimerait bien ça que ça touche, en tout cas que ça ne mette pas en péril la survie de sa compagnie. Voilà. Et Redo, il y a peut-être aujourd'hui ou demain, tu vas peut-être voir cette technologie-là. Fait que tu es très chanceux. Ici à Imagine tout à Cup, fait. hein, peut-être. Ouais, tout à fait. Écoute, nous, on va te souhaiter une bonne terminaison d'Imagine Cup. Oui, Il y a donc encore c'est en- une dizaine de jours. Oui, une bonne Encore, qu'est-ce qu'on dit? Une bonne continuation. Ouais, Oui, c'est ouais, très ouais. bien. Bonne c'est très, continuation, très hein, bien. ça se dit mieux que terminer. Oui, terminaison. Non, mais moi j'aime bien les mélanges culturels aussi, donc c'est très bien.
Puis, profite aussi de Paris. Même si c'est pas pour toi le voyage. Tu viens quand même à Paris assez souvent. Hein, Oui, donc, c'est de chez une moi, heure- c'est une heure de 1 heure et TGV. demie de TGV, donc ça va très Ah, ben bien. là, c'est au Canada, faudrait... Voilà, donc, faudrait mais aller. ça me botterait bien de venir chez vous à un moment donné. Ça va arriver un jour ou l'autre. C'est sûr. On l'a dit, la planète, elle est une petite boule. Hein. Exactement. Alors, merci encore, ça a été fort agréable. Pour moi aussi. Hein. À la prochaine. C'était un plaisir de vous voir. Guy, après l'entrevue, on veut parler des actualités. Oui, puis j'ai deux petites choses sans intérêt cette semaine, comme des petites annonces. Tout est en relatif. Tout est en... Oui, absolument, non. C'est deux grosses annonces. C'est la sortie, le RTM de SQL Server 2008. Donc, finalement, le produit est sorti. La version express, ça va prendre peut-être 2 semaines additionnelles, mais la version standard, développeur, entreprise, est maintenant disponible. Donc, tous ceux qui attendaient les nouvelles fonctionnalités de SQL Server 2008 avec anxiété, c'est maintenant disponible. Ceux qui ont un accès à MSDN, je pense qu'ils peuvent même les télécharger. Oui, absolument. Et qui dit nouveau serveur de base de données de la part de Microsoft, dit aussi nouveaux outils. Donc, Microsoft a lancé aussi le Service Pack 1 de Visual Studio 2008, qui inclut tous les outils qui nous permettent de se brancher à SQL Server 2008. Puis aussi le Service Pack 1 du .NET Framework 3.5, qui est plus qu'un Service Pack. Ah oui, c'est pas juste des bug fixes dans ce cas-là. Ah non, parce que ça contient plein de choses comme le Entity Framework, ADO.NET, Data Services. Dynamic Data. Donc, il y a plein de nouveaux API, de nouveaux outils qui sont disponibles maintenant dans ce Service Pack-là. Mais Microsoft sont durs à suivre à ce niveau-là. Hein? les numéros de version, les service packs avec plein de fonctionnalités, on y perd un peu son latin, mais bon, si vous écoutez notre émission, au moins, vous pouvez toujours vous y retrouver. Absolument. Guy, je pense que ça fait le tour des annonces. Hein, Oui. On va arrêter les annonces là. C'est 2 annonces importantes. Parlons de la communauté .NET Montréal. Qu'est-ce qui s'en vient en septembre? Là, on est en train de planifier. Est-ce qu'on peut déjà annoncer la première présentation? Oui, on peut dire que le premier meeting, ça va avoir lieu lundi, le 8 septembre, le soir. Donc, c'est Dominique Sévigny, qui est un conférencier hors pair, qui va nous parler de Silverlight 2.0. Donc, le but de la conférence, c'est d'expliquer aux développeurs C# ou VB comment débuter votre développement Silverlight 2.0. Une session qui peut quasiment s'appeler bien débuter avec Silverlight. Oui. Qu'est-ce que je dois télécharger? Qu'est-ce que je dois installer sur mon poste? En fait, qu'est-ce que je dois faire pour faire mon premier Hello World, là, par exemple, en Silverlight? Donc, après cette conférence-là, vous pourrez downloader ce que ça prend, puis ensuite faire votre expérimentation avec Silverlight. Donc, ça, c'est le 8 septembre, le Oui. lundi. Puis, on annoncera les prochaines assemblées là, lors des prochains podcasts. De toute façon, nous, on revoit nos auditeurs dans 2 semaines, donc à la fin août. On va discuter avec Marc Taillefer du groupe des gens qui s'occupent d'infrastructure. L'autre groupe, souvent, qu'on voit en opposition avec les développeurs, mais L'autre côté de la clôture. on va discuter finalement comment on peut peut-être rapprocher ces groupes-là avec Marc. Donc, on vous revoit dans 2 semaines. Au revoir! Visual Studio Talk Show.